De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 7 juillet 2017, vous êtes là. Eh bien, merci beaucoup. C'est De quoi je me mêle et c'est parti pour votre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies chaque vendredi sur rmc.fr, la version audio. Et puis la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. Très heureux d'être avec vous, bien évidemment, avec tout à l'heure Victor Jakimovic qui sera là. Et Victor qui est venu avec une gourde. Mais attention, une gourde connectée, les amis, parce que c'est vrai qu'en ces périodes un petit peu de chaleur excessive, ça peut servir. Mais à quoi ça sert une gourde connectée? Est-ce que c'est un simple gadget qu'on va vite oublier? On verra ça tout à l'heure. Et puis bien sûr, il y aura d'autres produits que Victor a sélectionnés pour nous. N'hésitez pas à nous retrouver sur la page Facebook de quoi je me mêle, comme d'habitude, bien évidemment. Soyez les bienvenus, c'est parti. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et que diriez-vous d'un bon petit club de la presse IT pour commencer avec Jean-Sébastien Zanqui cette semaine? Salut Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Jean-Sébastien Zanqui de la rédaction de 01net.com et en face de lui, donc à ma droite, Jean-Marie Portal. Bonjour François. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Jean-Marie que vous pouvez retrouver dans 01net Magazine, actuellement en kiosque, vous le savez comme d'habitude. Et dans un instant, on va s'intéresser à l'un des dossiers de 01net Mag. Mais auparavant, Monsieur Zanqui, l'actu vue par 01net.com. Et on va commencer par cette promesse du gouvernement. C'est notre nouveau Premier ministre qui nous l'a dit. D'ici 2022, la France sera en très haut débit et partout. Et partout. C'est ça qui est important dans ce qui est dit là. Ça a été annoncé donc par Édouard Philippe lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée le 4 juillet. Il promet donc, en fait, il réitère la promesse qui a été faite par Emmanuel Macron pendant la campagne de donc garantir l'accès au très haut débit partout en France et au plus tard en 2022. On voit qu'il y a une petite différence par rapport à ce qu'avait dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait promis ça en 18 mois. Je pense qu'ils ont compris que c'était pas très réaliste. Donc là, c'est vraiment horizon 2022. Alors c'est finalement intéressant parce que ça correspond plus ou moins au plan très haut débit qui existe déjà, qui est en cours, donc qui sert à déployer notamment majoritairement la fibre dans les villes et évidemment dans les campagnes. Mais le souci, c'est que d'ici 2022, ça va être compliqué de déployer cette fibre partout. Parce que là, la promesse, c'est partout sur tout le territoire français. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire 100% de la population ou 100% du territoire? Quand on dit partout, ça veut dire le territoire. C'est ça qui est Donc c'est qui est impossible d'ici 5 ans de fibrer toute la France. C'est absolument impossible. Il faut creuser des tranchées, il faut tirer des câbles, il faut tirer de la fibre optique. C'est des travaux titanesques. C'est vraiment impossible. D'où... Alors on nous aurait menti. Alors, Sébastien Zanqui. peut-être pas. Cette histoire. Peut-être pas, parce qu'il y a un autre moyen pour le faire, c'est d'utiliser la 4G. Tout simplement. La 4G, c'est beaucoup plus facile à déployer. Ce sont des antennes relais à installer. C'est pas du câble à tirer sur des kilomètres et des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres. Ça couvre relativement bien les territoires. Et ça a aussi quand même un très bon débit, faut dire ce qui est. En 4G, on peut monter, si on n'est pas très loin de l'antenne relais, qu'il n'y a pas trop de monde, on peut monter jusqu'à 100 mégabits, voire plus. Sinon, ça peut être du 30, du 50, du 60. Ouais. Et puis donc même avec la 4G+, on atteint des 200, 300 mégabits seconde. Clairement. Donc c'est une solution alternative qui d'ailleurs existe déjà chez Bouygues Télécom. Bouygues Télécom propose dans certaines régions françaises une box qui est faite par Huawei et qui permet de recevoir la 4G directement chez soi et qui ne sert donc pas pour la voix mais que pour la data. Et on peut utiliser ça, cette borne en hotspot Wi-Fi pour en illimité en plus, et en illimité. Exactement. Il y a SFR qui vient de sortir la même, mais pour en fait la solution business pour tout à fait. Pour ceux qui travaillent. Donc ce serait cette solution alternative qui serait choisie. On va voir comment c'est mis en place. Il y a une conférence avec les représentants des territoires, des communes, des régions, etc. qui va avoir lieu en juillet. Et on va voir ce qui est choisi pour faire ça. Mais voilà, on parie quand même plus sur la 4G que sur la fibre. Ça paraît compliqué pour la fibre. Oui, et puis d'ici 2022, on commencera à murmurer ce mot magique, la 5G. Tout à fait, la 5G qui se prête bien à ça en plus. Donc on peut imaginer que finalement, la France du très haut débit partout, ça sera un mix de fibre optique, parce que la fibre optique va... Tout à fait, quand même, elle progresse aussi. Va progresser, de la 4G et sans doute aussi de la 5G. On poursuit Jean-Marie et on va parler maintenant de piratage de Jean-Sébastien, pardon, parce que j'ai deux Jean avec des prénoms composés. Là, vous ne me facilitez pas les choses aujourd'hui.
Jean-Sébastien, oui, donc on va parler d'un album piraté, celui de Jay-Z. Oui, c'était un peu l'événement de la semaine dernière pour tous les fans de musique. C'est le nouvel album de Jay-Z, 444, qui est sorti, alors malheureusement pour les fans, qui est sorti seulement sur le service de streaming Tidal, qui est un service américain et qui en plus n'était réservé qu'aux abonnés de l'opérateur Sprint. Donc il y avait une espèce Oui, il y avait une espèce de double exclusivité, n'importe quoi. Tidal et Sprint. Donc c'est un peu compliqué parce que certains abonnés Tidal. Si j'étais abonné Tidal et que j'étais pas chez Sprint, j'avais pas l'album. C'est ça. Donc certains abonnés Tidal. Faut dire aussi que Tidal, ça appartient un peu à Jay-Z, quoi. Tout à fait. Ça appartient à pas mal de. Oui, il y a eu beaucoup chanteurs, de chanteurs, Madonna, Kanye West qui a quitté le truc récemment là. C'est compliqué chez Tidal en ce moment. Donc ça a beaucoup râlé parce qu'il y a certains qui se sont abonnés exprès à Tidal, qui voulaient être réglo. Je m'abonne à Tidal pour écouter le nouvel album de Jay-Z. Bah non, je suis pas chez Sprint, alors ils pouvaient pas l'écouter. Parce qu'en Sprint, en plus, c'est pas le plus grand opérateur. En plus, voilà, c'est aussi pour ça qu'ils font cette exclue, c'est pour faire de la promotion pour leur service. Donc, à quoi ça a mené cette exclusivité un petit peu idiote ? Eh bien, l'album a été piraté plus d'1 million de fois en 72 heures. Voilà, c'est un cabinet qui s'appelle MUSO qui fait ce genre d'analyse. Donc, ça a été un piratage complètement massif qui est finalement contre-productif, parce que s'il était disponible sur toutes les autres plateformes, Spotify, Apple Music, clairement, les gens ne l'auraient pas piraté, tout simplement. Et donc, ça remet un peu en cause cette politique d'exclusivité. Et d'ailleurs, Apple Music y a mis un terme. En mai dernier, Jimmy Iovine, qui est le big boss d'Apple Music, a dit ils en ont fait beaucoup d'exclusivité, Apple Music, et ils ont dit on arrête parce que ça n'a pas vraiment de sens. Ça sert pas à grand-chose. Voilà, on préfère diffuser, que les albums soient diffusés chez tout le monde et que ça serve à tout le monde et que tout le monde puisse l'écouter. Et ça diminue le piratage. Alors, on peut imaginer que Jay-Z a eu un gros chèque de la part de Sprint pour justement avoir cette exclusivité chez l'opérateur, mais finalement, ce gros chèque va-t-il être compensé par les pertes d'argent qu'il aurait pu toucher en étant sur toutes les plateformes de streaming? C'est pas dit, on ne connaît pas le chiffre, voilà, donc c'est pas dit. Après, c'est des savants calculs, et vous savez que Jay-Z ou ces gens-là, c'est plus des hommes d'affaires que des artistes, finalement, donc je me fais pas trop de soucis pour lui. Non, et puis en plus, mais c'est vrai que c'est dommage. Voilà. C'est dommage que pendant une semaine, parce que là, l'album arrive aujourd'hui, le 7 juillet, sur les autres plateformes, dans Apple Music, dans Spotify. Donc en plus, c'est une exclusivité temporaire qui finalement ne sert pas à grand-chose, à part inciter au piratage. Donc, exactement. Voilà. On enchaîne avec la Galaxy iPhone maintenant. 2 news concernant l'iPhone, enfin la deuxième qui sera un petit peu plus globale sur les smartphones, mais l'iPhone 8, vous le savez, devrait être annoncé en septembre prochain. Et donc, alors là, écoutez, c'est la période, c'est la fiesta des rumeurs. Il n'y a pas un jour où on n'a pas une nouvelle rumeur concernant l'iPhone 8. Qu'est-ce qu'on a là comme dernière chose? Cette semaine, c'est donc l'analyste Ming-Chi Kuo, qui est assez connu de ceux qui suivent l'actu iPhone de près, qui est quelqu'un qui a en général de bonnes informations, donc on peut souvent lui faire confiance. Alors c'est intéressant ce qu'il raconte, c'est que selon lui, Apple en fait n'arrive pas à intégrer ce capteur d'empreinte digitale dans l'écran. Vous savez que le prochain iPhone va avoir certainement un écran qui fait toute la façade avant, ce qui veut dire que le bouton d'accueil n'existera plus physique tel qu'on le connaît, il sera intégré à l'écran, et pour suppléer au fait que ce capteur il contient le capteur d'empreinte digitale. Donc l'idée c'est d'intégrer le capteur digital à l'écran, c'est-à-dire on pose son doigt sur l'écran n'importe où, plutôt dans la zone basse quand même, parce que de toute façon c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et l'iPhone 8 se déverrouille comme c'est le cas actuellement avec Touch ID. Le problème c'est que Apple aurait vraiment du mal avec ces technologies et serait plus ou moins en train d'abandonner ce choix. Et il faut d'ailleurs faire ce choix là maintenant, parce qu'il va falloir entrer le téléphone en production pour qu'il soit disponible en septembre-octobre. Donc Apple aurait abandonné ce choix de mettre le capteur d'empreinte dans l'écran et à la place utiliserait un scan facial 3D. C'est-à-dire que c'est une technologie qui existe déjà en partie chez Samsung sur le Galaxy S8. Il y a une reconnaissance faciale, mais c'est encore un petit peu perfectible et c'est pas à 100% sûr. C'est-à-dire que parfois on peut mettre une photo de soi ou du propriétaire du téléphone devant la caméra et le téléphone se déverrouille. Donc c'est quand même pas très sûr. Donc l'idée pour Apple, ça serait d'avoir une reconnaissance faciale 3D. Donc là, ça serait forcément le visage de la personne qui est devant. Oui, et donc là, la photo ne pourrait pas leurrer. Voilà, en fait, la le photo système, 2D ne comme pourrait c'est le cas pas sur le leurrer. Galaxy S8. Voilà. Donc à voir si ce système est aussi sûr que le Touch ID, et surtout, est-ce que Apple peut se passer du Touch ID? Le Touch ID sert à s'authentifier pour l'achat sur l'App Store, sert à s'authentifier pour Apple Pay, donc c'est quand même des choses bizarre, quand même. assez... voilà. Alors lui, il ne dit pas qu'il n'y aura pas de Touch ID, il dit qu'il n'y en aura pas en façade,
Ce qui peut laisser croire que finalement Apple va faire comme ses petits copains de mettre quand même un capteur d'empreinte digitale de secours au dos de l'appareil, comme le Galaxy S8, comme le LG G6. Mais ça serait une erreur incroyable parce que le capteur d'empreinte c'est à quand même l'arrière, pas très c'est pratique. titané, quoi. Certains aiment bien, mais moi je suis pas très fan. Moi Je non trouve plus, je que suis pas voilà, fan. quand c'est posé sur une table, quand c'est sur un Mais moi, tableau de bord de voiture, c'est pas pratique, quoi. Moi, ce qui me fait doucement rire quand même avec toutes ces rumeurs, c'est que j'ai du mal à croire que Apple soit encore en train de se dire s'il met ou pas une technologie dans un smartphone qui doit sortir d'ici 4 mois. C'est ça. C'est impossible. Là, on est industriellement. dans les derniers jours, voire voilà. semaines, des choix à faire. Parce que là, en production, il faut qu'il rentre. Il le dit d'ailleurs, Ming Chi Kuo, il faut qu'il rentre en production là en août. Donc là, le choix doit être fait là maintenant. Ça me paraît incroyable. Sinon, c'est impossible d'avoir de stock suffisant pour la rentrée. Voilà, et rappelons qu'il y aurait 3 iPhones nouveaux pour cette rentrée. Voilà. 2 iPhones, évolutions. donc le 7S et le 7S Voilà, Plus. tout à fait. Et puis donc cet iPhone édition, qu'on pourrait peut-être baptiser comme ça, édition, qui aurait toute cette technologie en fait d'écran avec un bord écran à bord, LED, etc. bord à bord, etc. Mais bon, tout ça, ce ne sont que des supputations et des rumeurs. On enchaîne avec les mises à jour de smartphones. Oui, c'est le député européen Pascal Durand, qui est un député écologiste, qui dépose en fait qui fait un rapport en fait sur la préconisation pour les constructeurs de terminaux, notamment de smartphones, de laisser le choix de faire les mises à jour, les grosses mises à jour, hein, vous savez, iOS 10, Android 7, parce que selon lui, et d'ailleurs selon beaucoup d'utilisateurs, ces mises à jour sont souvent lourdes et ralentissent quand même les smartphones qui ont 2 ans, 3 ans. Donc le député, pour lui, c'est une sorte d'obsolescence programmée. En tout cas, c'est une obsolescence technologique, hein, effectivement, puisqu'on a de nouvelles fonctions, mais on se retrouve avec un smartphone qui est un petit peu ralenti. Cela dit, chez Apple, c'est de moins en moins le cas, hein, malgré tout. On voit qu'ils ont bien travaillé tout ça. C'est vrai, je trouve aussi. Mais il y a quand même. Il y a quelques années, on se souvient des 3GS qu'on mettait à jour avec je ne sais plus quel iOS, où là c'était presque inutilisable. Mais Apple s'est fait vraiment taper sur les doigts à l'époque et avait rectifié le tir. Voilà. D'un autre côté, là, ils vont virer toutes les applis 32 bits de leur store. Si ça, c'est pas de l'obsolescence, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est sûr. Mais bon, c'est peut-être plus de l'obsolescence technologique, parce qu'il y a un moment, il faut bien arriver à passer sur 64 bits que l'obsolescence programmée en soi, où c'est voulu, où on se dit dans 3 ans, ce téléphone ne marchera plus. Allez, rappelons que cette technologie 64 bits, qui est un peu compliquée à faire comprendre, mais c'est une accélération, on va dire, globale du fonctionnement du téléphone, est arrivée avec le 5S, je crois. Oui. C'est ça, hein. Donc, et iOS 11 sera compatible, je crois, à partir du 5S. Je crois que c'est ça. Je crois que je pense que c'est ça encore. Ça tient la route. Mais en gros, lui voudrait quand même laisser le choix. C'est-à-dire, on peut faire la mise à jour, mais si on n'est pas content, il faudrait pouvoir revenir en arrière, par exemple. Ça, Apple, ils n'aiment pas. Hein. Voilà, Apple n'aime pas. Autre chose, il faudrait que Apple et les autres arrêtent de pusher 4 fois par jour un avertissement pour dire mettez à jour. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de ne pas mettre à jour votre iPhone sous le nouvel iOS 10, vous avez vraiment des avertissements 4 fois par jour, hein, donc au bout d'un moment c'est un petit peu pesant. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce rapport, c'est qui devrait, d'après ce qui veut être traduit par une loi ou en tout cas une directive européenne, de laisser le choix tout simplement aux consommateurs de faire la mise à jour ou pas le faire la mise à jour, et de ne pas être harcelé par ces pushs permanents et la possibilité de revenir en arrière. Voilà encore un politique qui parle pour ne rien dire. Enfin, c'est pas pour vous dire. Non, mais bien sûr. Ça n'a aucun intérêt. Ce truc-là. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Soit on a envie ou pas de mettre à jour son téléphone. Si on le met à jour, on a des nouvelles fonctionnalités. C'est ça. Et l'obsolescence, elle n'est pas programmée par les constructeurs, parce que de toute façon, on sait très bien qu'il y a une telle surenchère de technologie, de puissance aujourd'hui sur les téléphones, et ça avance tellement vite. Oui. Mais moi, je suis d'accord sur le terme, en fait. Je pense que c'est de l'obsolescence technologique, oui. Voilà, mais exactement. Mais non, le constructeur se dit pas, se dit pas dans 3 ans mon téléphone ne marchera plus. C'est simplement, il y a une concurrence acharnée en ce moment sur les technologies, encore plus sur les smartphones. C'est difficile de ne pas sortir de nouvelles OS sans nouvelles fonctionnalités qui sont forcément un peu plus lourdes. Donc voilà, c'est. Enfin, pondre une directive pour dire il faut que les opérateurs arrêtent de nous dire qu'il faut faire une mise à jour. Franchement, ils sont payés pour ça. Je tiens quand même à le préciser.
on termine avec Facebook qui va nous aider à trouver du Wi-Fi. Oui, ça y est, Facebook en fait généralise cette fonction qui était utilisée en tout cas que chez certains, poussée chez certains utilisateurs. Cette fois-ci, tout le monde va y avoir droit. C'est la possibilité de trouver du Wi-Fi autour de soi, des réseaux ouverts et gratuits, en général dans des commerces, dans des cafés. Donc ça y est, c'est déployé sur iOS et sur Android dans toute la France. Donc là, c'est très simple. Vous êtes dans le menu des préférences de Facebook. Vous savez, c'est le petit menu avec les 3 traits qui est en bas à droite en général. Et là, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Trouver un réseau Wi-Fi. Quand vous cliquez dessus, il faut quand même autoriser la localisation, la géolocalisation, parce qu'il va vous proposer ce qu'il y a autour de vous. Et là, vous allez avoir droit de voir tous les réseaux Wi-Fi qui se trouvent autour de vous. Alors, en France, c'est peut-être pas forcément très pratique parce qu'on a tous en général un forfait 4G. Par contre, quand vous êtes à l'étranger, c'est quand même assez pratique parce qu'on n'a pas tous du roaming. En Europe, oui, mais quand on est vraiment en dehors de l'Europe, ça permet d'avoir tout simplement des indications sur un café qui va avoir de Wi-Fi. C'est pas les seuls à faire ça. Hein. Mais moi, il y a pas les seuls à faire ça, effectivement. Qui font ça. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que si on n'a pas de data, comment il va savoir où il y a des hotspots autour? C'est une bonne question. Non, mais on est d'accord. Oui, tout à fait. Parce que il faut qu'on se connecte à un réseau Wi-Fi. Oui. En fait, il faudra aller déjà dans un Star Beep pour avoir un premier réseau. Et pourquoi en changer après et en chercher un autre? C'est si on veut limiter sa consommation, c'est-à-dire qu'on peut avoir des forfaits de 1 giga ou même moins ou 100 MO à l'étranger qui permettent d'avoir, ça va être une connexion de secours. Et après, si on veut vraiment avoir une connexion Wi-Fi qui permet de poster des photos qui sont lourdes justement sur Facebook ou ailleurs, là on pourra justement utiliser cette fonctionnalité pour trouver un réseau Wi-Fi gratuit, quoi. Bon, on va tester, on verra bien. Peut-être qu'ils ont mis en mémoire tous les hotspots. Enfin, je sais pas trop comment ils font, mais enfin, on verra bien. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Zanti, de la rédaction de 01net.com. Jean-Marie Portal, François. On va bricoler cet été. Oui, parce qu'on est bricoleurs. Oui, ça se voit pas trop comme ça, mais autant vous dire que nous le sommes. C'est notre grand dossier de l'été, du mois de juillet. Et quand je parle de bricolage, on parle de do it yourself. Vous connaissez cette expression, le do it yourself? Le DIY. Comme beaucoup de gens font de la prose sans le savoir, comme M. Jourdain qui parlait en prose sans le savoir. Beaucoup de gens font du do it yourself aussi sans le savoir, puisque d'après des statistiques récentes, 3/4 des Français s'adonneraient de temps en temps au bricolage. Alors nous, forcément, on a pris l'option bricolage high-tech et l'idée étant soit de fabriquer des objets soi-même, soit aussi d'en fabriquer à partir de vieux objets récupérés. On a tous un vieux smartphone qui traîne au fond d'un tiroir, voire un ordinateur portable, voire même un écran LCD, vous savez, du bon vieux PC. On avait un écran 15 pouces, puis depuis on a changé, on a évolué vers d'autres choses. Donc on a listé comme ça 25 réalisations astucieuses pour se dégourdir les doigts et s'ouvrir l'esprit. Je ne vais pas toutes vous les détailler, mais l'idée, c'est quand même de vous en donner quelques-unes assez rigolotes. Déjà, alors, pour vous dire, dans ce dossier, on a trié ces réalisations par niveau de difficulté. Tout le monde n'a pas forcément envie de sortir le fer à souder. Donc, on a mis un niveau de difficulté 1, 2, 3. Alors, quand vous êtes à 3, il va falloir mettre un petit peu... C'est plus pour les passionnés. Et puis, surtout, on vous donne le temps qu'il vous faut pour réaliser chacun de ces objets et ce que ça va vous coûter. Et l'autre intérêt de ce dossier, c'est de s'apercevoir que, par exemple, pour réaliser un calendrier mural interactif ou un miroir magique qui va vous afficher des informations. Vous voyez, on voit ça dans certains films. Il y a même des designers qui ont réalisé ce genre de choses. Ça coûte juste la peau des... quand on en achète un tout fait. En faire un soi-même, je peux vous dire que nous, un miroir magique qui affiche des infos venant d'Internet, la météo, etc., 142 €. Miroir compris. Miroir complet. Oui, nous, on vous met... Alors, sachant que cet objet-là, et ça c'est un point commun à pas mal de nos premiers petits tutos, c'est un petit objet magique finalement avec lequel on peut faire un tas de choses, c'est le Raspberry Pi. Ce petit ordinateur qui vaut, alors selon la version qu'on choisit, entre 30 et 40 € maxi, vous faites un tas de choses avec. Alors après, il y a le recyclage. Le recyclage, mais aussi le nettoyage de printemps avant l'heure. Moi, il y a un tuto que j'adore particulièrement. Je ne sais pas si vous avez un vieil ordinateur chez vous qui a un peu jauni.
Alors, vous pouvez le donner à un service de SAV pour le nettoyer. Et en fait, l'été est propice au nettoyage d'ordinateurs, de claviers. Et alors, tenez-vous bien. Vous savez ce qu'il vous faut pour ça? Il ne faut pas faire ça à la plage. Hein. Non, mais alors on vous donne dans le magazine l'adresse du tuto vidéo qui vous montre. Alors il est très très bien fait. En plus, il vous montre vraiment avant-après. Le gars qui fait ça, il a rénové un Amiga 600. Ah ouais. C'est pour vous dire. Ah oui. Une bête qui date des années 90. À l'époque, les plastiques étaient systématiquement en blanc. Ça devenait jaune en moins de temps qu'il ne faut. Alors pour ça, il vous faut, attention, je vous fais ma Maïté avec sa recette, de l'eau oxygénée à 35%. Ouais. Ça vous coûte 3 francs 6 sous, une dizaine d'euros. Une lessive, donc je ne vais pas citer de marque, mais une lessive détachante. Vous savez, c'est dans des petits pots ronds qu'on rajoute dans sa machine à laver. Un épaississant pour les maternelles. Vous faites votre tambouille. Et ce qui est magique, ensuite, c'est qu'il vous faut juste du soleil. Du soleil. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez badigeonné en fait votre clavier, votre ordinateur, les plastiques avec ça, vous laissez agir les ultra. Alors, il y en a qui font ça sous des lampes, ça leur coûte cher en électricité. Là, profitez de l'été, vous laissez ça en extérieur au soleil, ça va blanchir. C'est génial. Mais vous retrouvez la couleur d'origine. Bon, alors, une petite subtilité quand même, il faut faire attention parce que vous allez badigeonner partout et vous allez badigeonner aussi ces fameuses touches grises, retour, etc. Il y a toujours des touches de couleur, les touches de fonction. Celles-là, il ne faut pas les badigeonner. Alors, si celles-là, vous les badigeonnez, mais vous allez en fait, en cours d'opération, vous n'allez pas les laisser mûrir, blanchir aussi longtemps que les autres. Vous allez les rincer un petit peu avant les blanches pour que on puisse différencier les couleurs. Exactement, pour qu'elles prennent pas un côté délavé. Bon, ensuite, transformer un vieil ordinateur portable en écran en 4 photos numériques, c'est facile. Il suffit de le désosser, de récupérer l'écran, tout simplement, de garder. Mais qui a encore des cadres photos numériques à la maison? Oh, mais plein de gens, ça se vend mais bien sûr. Et puis l'avantage, en fait, quand vous le faites vous-même, d'une part, vous avez cette satisfaction de dire je l'ai fait moi-même. Je pense même que si j'en donne un à des grands-parents, ils me le jettent à la figure. C'est possible. On va un iPad. On va un iPad. Ah non, je suis pas d'accord. Mais je vous taquine un peu, Jean-Marie Portal. En plus, là, en le faisant vous-même, l'avantage, c'est que en fait, vous allez avoir un vrai cadre numérique intelligent avec un vieux système d'exploitation dessus, mais vous allez pouvoir non seulement afficher des photos, mais lancer des diaporamas, voire lancer un petit film dessus. Puis, c'est vous qui l'avez fait. Quoi. C'est ça qui est rigolo aussi. Petit truc, vous vous souvenez Daniel Balavoine qui chantait dans les années 80 lipstick pour les hommes, lipstick pour les femmes. Nous, on a trouvé que effectivement, ça marchait. Un bon petit bâton de rouge à lèvres usé, vous le videz, et vous mettez une clé USB dedans que vous fixez avec de la pâte collante. Ça vous fait, non mais franchement, ça vous fait une clé USB déjà qui est protégée parce que elle va avoir un capuchon, etc. Et voilà, tout est rein. Donc je peux vous en passer comme ça plein. Vous me rêver pour cet été. Hein. Franchement, moi là, je suis à fond. Ah non, mais je vous disais, 3/4 des Français. Et aussi de redonner une nouvelle vie à vos vieux objets. Si vous avez un iPod classique, par exemple, qui est encore opérationnel, mais qui peut-être n'est pas le point, rend l'âme parce qu'il peut plus stocker toute la musique que vous avez. Vous pouvez changer en fait son disque dur. Ça coûte pas très très cher. Il faut juste acheter les bons petits composants électroniques qui vont bien, c'est-à-dire un adaptateur pour pouvoir ensuite mettre une carte mémoire dedans. Et on a fait le calcul. Vous faire donc un iPod classique qui va avoir 64 gigas, ça vous revient à une centaine d'euros à peine. Oui. Alors que si vous achetez un iPod 9 Nano 16 Go, il coûte 189 euros. Ouais. Alors là, pour le coup, ça vaut peut-être le coup de lui redonner un petit coup de jeune. Franchement, Jean-Marie, là, vous nous faites rêver avec Jean-Sébastien. Qu'est-ce qu'on va faire, Jean-Sébastien? Le 4 photos numériques. Ouais, c'est pas mal le 4 photos numériques. Franchement, il y a un petit côté double vintage, du vieil iPod. Ah, pourquoi pas. Non, mais j'ai vu qu'il y avait des extenders, comment on appelle ça, des extenders, des Wi-Fi extenders. Exactement, qu'on peut bricoler, etc. Des Wi-Fi extenders. Ça, c'est pas mal parce qu'en général, on n'a pas un bon Wi-Fi à la maison. Vous pouvez aussi vous amuser à modifier, à bidouiller vos câbles, le câble USB que vous avez avec votre smartphone, vous savez, qui est livré dans la boîte. Il faut savoir qu'il y a 2 types de câbles USB. Il y a les câbles USB comme ça qu'on vous fournit avec, qui sont faits en fait pour que votre ordinateur puisse en fait se synchroniser juste avec. Mais il y a aussi un autre type de câble qui s'appelle les câbles
on the go, les câbles OTC, qui ont cette particularité, ils fonctionnent à double sens. Or, les câbles fournis avec votre smartphone ne sont pas des câbles OTC. Donc, vous voulez brancher dessus, je ne sais pas, un clavier ou même sur votre tablette, vous voulez brancher un clavier, un accessoire, une manette, vous ne pouvez pas. En fait, il s'agit juste d'une petite soudure, d'un petit fil à aller souder comme il faut bien au niveau du connecteur. Pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne et vous n'avez pas besoin de racheter un autre câble. Eh bien, bravo. Petit côté MacGyver, c'est pas mal. Ouais. Exactement. Dossier complet. Moi, j'adore. Dossier complet retrouvé dans 01net Mag actuellement dans les kiosques. Exactement. Et je sais que vous êtes très nombreux à lire 01net Mag et sans doute encore plus pour les périodes de vacances, là, parce qu'on a un peu plus le temps. Oui. Et c'est la lecture saine qu'il faut avoir sur la plage, entre autres. Et puis en plus en numérique, si vous avez un iPad ou une tablette, ça marche aussi. Jean-Marie, merci. Merci François. Merci à Jean-Sébastien Merci. Gentil. 01net.com. Vous restez avec nous. La suite de quoi je mêle, c'est dans un instant et ce sera avec Victor Jekimovic qui nous rejoint avec entre autres une gourde connectée, les amis. Ne rigolez pas, c'est vrai. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.